débat. Ça sera l'impressionnisme et la pensée moderne. Là, je vais un peu élargir tout ce qu'on a vu, reprendre certaines choses, c'est un peu la synthèse de ce qu'on a vu, surtout ce matin avec une image, avec une représentation picturale, c'était extraordinaire. La conférence de ce matin, c'était un peu une première ici d'avoir la projection des œuvres. C'est vrai qu'en plus pour le thème de l'impressionnisme et le monde flottant, c'était une bonne idée. Je vais commencer d'ailleurs par une citation de Paul Gauguin, très très juste. On a vu quelques œuvres de Paul Gauguin ce matin. L'artiste ne doit pas copier la nature, mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. C'est un peu ce que font les impressionnistes d'ailleurs. Ils s'inspirent de la nature, sur le paysage, mais c'est une nature transfigurée, avec cette espèce de foutage, le charme de ces œuvres, inspiré effectivement, et là c'était très bien de voir ce matin les stands japonaises, les ponts sont extraordinaires. En même temps, on est vraiment dans dans un débat d'idées Orient-Occident, ça c'est très intéressant de voir comment une culture peut en féconder une autre. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment très très stimulant. Alors je reviens un petit peu sur l'impressionnisme, sans rentrer en détail, ça a été très bien dit ce matin, avec l'impression Soleil Levant, le tableau par excellence qui a lancé le mouvement impressionnisme, 1872, de Claude Monet, la critique très violente de certains écrivains, notamment un Normand, Huysmans, J.K. Huysmans, qui a dit que Monet était fou, que les impressionnistes étaient dégénérés, voilà. Il y a eu toute une polémique, il s'en est pris bon. Alors que paradoxalement, lui-même, il est quand même dans une pensée, une écriture, on va dire, qui sort des sentiers battus. C'est assez paradoxal. D'ailleurs au début, donc s'il y avait au début l'impression qu'il a été très critiqué, il a fallu qu'il passe par des expositions des expositions à Paris de 1874 à 1886 pour que l'impressionnisme rentre dans les mœurs. C'est devenu une mode d'y aller, donc ça, on va dire, les élites intellectuelles ont pris l'impressionnisme en sympathie. Un coup de pub, on va dire, quand même, ça fait partie. Et ça s'est complètement renversé, comme souvent d'ailleurs. Au début, les pionniers ils vont être rejetés, s'ils persévèrent un petit peu, alors soit ils peuvent être toujours rejetés, hein, ça peut arriver malheureusement, s'ils persévèrent un peu, qu'il y a un peu la chance qui s'en mêle, ben, ça peut marcher. C'était le cas de l'impressionnisme, je pense. Ça le méritait d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hein, les toiles qui se vendent les plus chères, c'est souvent des toiles impressionnistes. Les iris, on a beaucoup parlé d'iris lors de la promenade. On en a vu beaucoup, hein, des iris violettes, jaunes. On adore les iris. S'il n'y a pas eu beaucoup d'œuvres, ça a fait un peu long feu. D'une certaine manière, l'écriture, un roman, il peut être plus ou moins impressionniste, mais dire une écriture impressionniste, ça n'a pas trop de sens. Donc le mouvement est vite retombé. Alors on a essayé de le faire. Il y a eu Fernando Pessoa qui parlait d'impressionnisme littéraire, une petite touche comme ça. Jean Moréa, qui est moins connu, Émile Henriot, l'œuvre de Zola, le roman de Zola, qui est impressionniste. Roman sans parole de Verlaine. Chez Verlaine, on a effectivement une touche d'impressionnisme. Et enfin, Enfance de Nathalie Sarraute. Voilà. Mais cette littérature, c'est vrai que ça n'a pas marqué. C'était quelque chose. C'est un nouveau roman, ça. Nouveau roman, c'est oui, Nathalie Sarraute, on l'a rappelé. C'est quel nom Nathalie Sarraute? Mais non. Avant Nathalie Sarraute, oui, c'est après-guerre. Ouais, les années 50. Ouais. Mais disons que ça a vraiment pris un peu en France. Ouais. Un peu plus 60. Oui, Nathalie Sarraute, c'est plus récent, oui. En France, ça a été joué. Du côté de chez Swann aussi, de Proust, qui a des touches impressionnistes. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Carrément. Là, c'est peut-être le meilleur exemple. Imprégné. Chez Swann. Imprégné, impressionniste. Donc, mais en fait, quand on courant littéraire, ça n'a pas vraiment de sens. Quoi. Là, ce que j'essaie de montrer, justement, c'est le rapport entre l'impressionnisme et la pensée moderne. Je ferai un pont aussi avec la science, d'ailleurs. Mais avec la philo, à mon avis, c'est quand même le plus important. Puis c'est un peu mon domaine quand même. Alors, il y a eu des philosophes qui se sont intéressés à l'impressionnisme. Je pense surtout à... On a parlé Benjamin, Walter Benjamin. Bon, il a écrit des essais littéraires, enfin des essais d'esthétique même. Notamment l'origine du drame baroque allemand, Baudelaire, un livre sur Charles Baudelaire qui est très beau, et puis Paris, capitale du XIXe siècle. Donc la flânerie, l'art de la flânerie, qui est un art un peu impressionniste aussi. Ouais, c'est vrai. Apprendre à prendre son temps, flâner
Flâner et flotter. Flâner, flotter, voilà. Un monde flottant, c'est un monde de flâner aussi, il me semble. Mais en fait, le courant philosophique qui, à mon avis, s'apparente le plus à l'impressionnisme, un impressionnisme intellectuel, je dirais, c'est la phénoménologie de Edmund Husserl, grand philosophe juif autrichien. C'est difficile d'accès, mais c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la phénoménologie, qui est le grand courant révolutionnaire du XXe siècle. Sartre rejoint ce mouvement de la phénoménologie. Beaucoup de grands, Michel Henry récemment, enfin, beaucoup de philosophes qui sont intéressés, ont été plus ou moins un peu dans la phénoménologie, pas complètement, mais le père fondateur, c'est vraiment Husserl, qui lui est pour le retour à la chose même. La grande révolution, et là, elle ressemble un petit peu à l'impressionnisme, il me semble, sur le plan intellectuel, évidemment, de la pensée. On avait vu ce matin que dans l'art impressionniste, on refuse les frontières, par exemple. On supprime un peu les frontières, les formes, cette impression particulière de fruitage. Et c'est un peu pareil d'ailleurs dans la phénoménologie. On refuse le dualisme cartésien, par exemple. Retour à la chose même. On refuse par exemple la distinction entre le phénomène, d'où le nom phénoménologie d'ailleurs. Pourquoi phénoménologie en philosophique? Parce que tout ce qui importe, c'est le phénomène en tant que tel. D'une certaine manière, ça rejoint un petit peu Nietzsche qui dit qu'il n'y a pas d'arrière-monde. D'ailleurs, ça le dit bien. Mais en même temps, ça ne supprime pas non plus, ça ne donne pas un primat à la matière sur l'esprit. En fait, on est plutôt dans un intermédiaire, je dirais même, une vision un peu énergétique, comme chez les Asiatiques d'ailleurs, c'est le taoïsme, on est dans quelque chose d'énergétique. Le phénomène, il peut être tout à fait matériel, une sensation, quelque chose de vraiment matériel, ou alors une vision. Pour la phénoménologie, il n'y a pas plus de réalité, je ne sais pas moi, dans une table, une chaise, la chaise sur laquelle on est assis, que dans une fantasmagorie, une révélation. C'est un phénomène, dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on va refuser la hiérarchie. C'est intéressant, puisque l'Occident avait traditionnellement une hiérarchie entre l'esprit qui va primer sur le corps, mais sans qu'on soit quand même dans un spiritualisme total, puisqu'on va faire la distinction, le dualisme cartésien, distinction esprit et corps. Dans la phénoménologie, ça ne vaut plus. Tout est phénomène. Il n'y a plus de distinction entre le phénomène et ce que Kant appelait un noumen, c'est une sorte d'idée absolue. Dieu, par exemple, c'est un noumen. Le phénomène, c'est tout ce qui est matériel. Dans la phénoménologie, non, il n'y a plus de différence entre l'esprit et la matière, entre le sujet et l'objet, il n'y a plus de sujet et d'objet. Il n'y a que ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. D'où d'ailleurs la notion intéressante de réduction ontologique. On va réduire finalement les choses au ressenti. On va faire abstraction de tout le reste, on va se concentrer. Alors évidemment, on a pu faire des ponts aussi avec la méditation, on a pratiqué, c'est une expérience phénoménologique aussi, parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel. On va laisser de côté, mettre entre parenthèses le monde. Voilà la grande méthode phénoménologique, tout mettre entre parenthèses, comme dans un exercice de méditation. On fait abstraction du bruit qui peut y avoir autour, etc. On se concentre sur soi-même. Et donc ça c'est la grande démarche pour venir à la chose en soi, parce que toujours l'idée c'est de revenir à la chose en soi, à ce qui est peut-être plus nous-mêmes que nous-mêmes, sans qu'on le sache. On rejoint un petit peu le bouddhisme, il me semble aussi, toutes ces spiritualités orientales, ce retour à l'essence même des choses. Il faut savoir faire cette réduction ontologique qui est apprendre à méditer, apprendre à se concentrer tout simplement. Quand on est passionné par quelque chose, on ne va voir plus que cette chose-là. Dans la passion amoureuse d'ailleurs, il y a eu de très beaux livres de phénoménologie amoureuse, notamment le phénomène amoureux, le phénomène érotique de Jean-Luc Marion, professeur de la Sorbonne, qui a une approche phénoménologique des choses qui est effectivement très intéressante. Phénoménologie de l'amour, se concentrer uniquement sur le fait d'aimer, ou alors sur le fait de penser. Le fameux « je pense donc je suis », ce que dirait Husserl, Descartes était déjà phénoménologue sans le savoir, puisque c'est la réduction, il va réduire les choses à la seule certitude, le fait de penser, qui serait la seule chose évidente en quelque sorte. Donc c'est un peu cette méthode cartésienne, mais qui est un peu retournée contre Descartes, puisqu'en même temps, Husserl dira Descartes a été très fort dans le cogito, mais dans sa méthode, mais il est resté victime de ce qu'on appelle le substantialisme, c'est-à-dire de penser qu'il y a un esprit, une matière qui sont séparés. D'ailleurs, d'une certaine manière, au XXe siècle, au début du XXe siècle, c'est un courant du début du XXe siècle, puisque c'est en 1920 que Husserl lance
la phénoménologie, c'est contemporain aussi à la relativité, la théorie de la relativité, qui est aussi un peu en rapport avec la phénoménologie, le fait que la science habituelle, très matérialiste, est remise en question, puisque E égale MC2, c'est un petit peu l'idée que tout est énergie, que la matière n'est jamais que de l'énergie transformée, ou l'esprit aussi d'ailleurs. D'une certaine manière, Einstein refuse le dualisme aussi. Il parle du monisme spinoziste, plutôt ce monisme spinoziste, l'idée que tout est phénomène, qui est la grande idée. Le rapport avec l'impressionnisme, parce que je ne perds pas de vue l'impressionnisme, c'est que dans l'impressionnisme, l'artiste, il peint ce qu'il voit, la manière dont il le voit. C'est ça son génie. Alors, parfois il force un peu les choses, hein. Certains étaient peut-être recours à des stupéfiants, des euphorisants, etc. Ou alors certains étaient considérés comme des malades. Huysmans n'avait pas tout à fait tort. Van Gogh est un grand schizophrène. Or, c'est un grand génie de la peinture. D'autres, il y a aussi des impressionnistes qui n'ont pas de problème psychologique particulier. On ne va pas chercher de la pathologie partout. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que les grands peintres, souvent, les grands artistes en général, les grands écrivains aussi, mais peut-être plus spécialement les grands peintres, ont des symptômes, on va dire, sans être schizophrène avérés, comme Van Gogh, c'est quand même mutilé, il s'est coupé l'oreille, il s'est fini par se suicider, c'est un grand malade, hein, quand même. D'accord. Oui, il peut atteindre. Vous avez des personnes qui sont simplement, qui ont des symptômes un peu schizoïdes, c'est-à-dire qui sont dans une sorte d'adualisme, c'est qu'un psychologue, un psychiatre américain, qui s'appelle Baldwin, a appelé l'adualisme. C'est très intéressant cette notion d'adualisme, c'est-à-dire que vous ne faites pas la différence entre les choses, vous ne séparez pas clairement les choses. C'est bien parfois séparer clairement, mais parfois c'est bien aussi de ne pas séparer. Notamment pour l'artiste. Vous avez une vision immédiatement synthétique des choses. Alors ça peut être embêtant dans la relation aux autres, vous allez vous prendre pour un autre. Hein. C'est le fameux symptôme des schizophrènes qui entendent des voix, qui coupent leurs émotions. Enfin bon, ça c'est le côté pathologique. Mais sans aller jusqu'à là, de temps en temps, dans les mystiques par exemple, on dit parfois que les mystiques que les symptômes des mystiques ressemblaient à ceux des psychotiques, qui n'est peut-être pas tout à fait faux. C'est cette forme d'adualisme. Les gens qui sont dans la méditation, les grands spiritualistes, les moines bouddhistes par exemple, ils atteignent cet état, mais ça d'une manière tout à fait saine et provisoire, à travers la méditation, ils atteignent cet adualisme, qui permettra une forme d'extase. On va se sentir beaucoup mieux si les choses ne sont pas coupées, pas séparées. On ne fait qu'un avec le grand tout, quelque sorte. Je trouve dans certaines œuvres impressionnistes, peut-être pas dans d'autres, on a cette impression, un sentiment ontologique, pour reprendre l'expression célèbre de Heidegger, aussi dans ce courant de la phénoménologie, avant de se séparer du maître, prendre sa propre voie, non pas qu'Heidegger était le disciple, plus ou moins plus jeune de Husserl, et que il a quand même piqué la place lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, hein, parce que lui c'était l'Arien, l'Allemand typique, et Husserl c'était l'Autrichien, surtout les Juifs, l'Autrichien, qui a été viré de la chaire de philosophie de Fribourg. Mais effectivement, l'adualisme, on peut voir ce symptôme, il est partagé à la fois par les artistes inspirés, les malades psychologiques, enfin les psychotiques, et les mystiques. Alors évidemment, c'est une ressemblance, c'est pas la même. La différence, c'est que le mystique ou l'artiste, il en sort de cet état. Il fait la différence entre cet état provisoire, qui est très jouissif, et après il revient à la réalité, il est réaliste, il est pris sur terre. Alors que le psychotique, lui, il est constamment dans cet état, il finit par en souffrir. Et d'ailleurs, vous avez aussi des philosophes qui sont intéressés à l'art, l'impressionnisme notamment, mais pas seulement. Vous avez Karl Jaspers, qui d'ailleurs, lui, est intéressant parce qu'à la fois, il est psychiatre, philosophe, un peu artiste, enfin, critique d'art, touche à tout. Il est religieux, enfin, il est croyant, il s'intéresse aux religions, il a écrit de très beaux livres sur Jésus, sur Bouddha, sur Confucius, une série d'ouvrages. Philosophe qui, effectivement, mériterait une meilleure reconnaissance, c'est lui qui a parlé des situations limites, justement. Et alors c'est intéressant, il a écrit un bouquin vraiment étonnant qu'il a intitulé Van Gogh Strindberg. Il parle aussi de Swedenborg, le grand mystique suédois, et il parle, je crois, quatrième qui est moins connu. Oui, il parle quand même de Hölderlin, le poète fou, schizophrène. Il parle de 4 grands schizophrènes, surtout Van Gogh. Le numéro 1 pour lui c'est Van Gogh, qui l'intéresse le plus. Et il se pose une question très intéressante par rapport à le rapport entre le génie et la folie.
c'est intéressant. Ah bah oui. Qu'est-ce qui vient avant? L'œuf ou la poule un petit peu? Est-ce que c'est le génie qui va favoriser, enfin, le génie peut devenir fou parce que c'est humain d'être un génie, et puis souvent, l'œuvre, on dit bien souvent que, si vous connaissez Van Gogh, c'est très juste. Van Gogh, sa vie, elle est quand même assez tourmentée, elle est difficile, il est fauché, enfin, c'est pas extraordinaire. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film avec Dutronc, Van Gogh, c'est très bon. Super. Je crois que c'est un film de Maurice Pialat. Oui, c'est lui qui avait fait. bien joué. Très très beau film. Et on voit à quel point il peint de temps en temps, mais il vend pratiquement aucune toile de son vivant, puis après ça atteint tous les records. Parce que c'est vrai que c'est une peinture extraordinaire. On ne peut pas rester insensible à Van Gogh. Je rejoins Yves d'ailleurs, c'est mon préféré. Je vais dire mon peintre préféré, je pense que c'est Van Gogh. C'est celle qui me parle le plus. Donc là, dans son cas, effectivement, il y a du talent, mais il y a aussi, dira Jaspers, cette faille de la schizophrénie va être un atout pour la créativité impressionniste. Ça ne va pas le freiner, au contraire, ça va être un stimulant pour sa créativité. Parce que justement, ce fait de ne pas distinguer entre le réel, les différentes parties du réel, entre lui-même et les autres, d'une certaine manière, d'être dans cet état un peu de flottement, quoi, justement, un monde flottant de folie, quoi, est un atout. Voilà, il y a un regard sur le réel qui est différent, qui peut sembler fou, mais qui est très beau. Voilà. Donc, en même temps, évidemment, dans certains cas, le génie va plutôt aboutir, menacer l'équilibre psychologique. Ça, c'est le cas où le gars il est complètement dépassé par son génie, la folie des grandeurs. C'est pas le cas de Van Gogh. Ça sera le hubris, voilà, celui qui va disjoncter, non pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il est trop arrogant, voilà, il peut, effectivement. Mais vous avez le cas inverse, effectivement, de celui qui est au départ, qui atteint, d'ailleurs la schizophrénie c'est un symptôme assez précoce en général, ça arrive assez jeune, ça commence assez jeune, et donc d'une certaine manière va sublimer ce mal-être. Ça peut être un écrivain qui est névrotique, Kierkegaard, Nietzsche, on a plein d'exemples. Nietzsche est intéressant d'ailleurs, hein, parce que Nietzsche est rongé par la folie dès le départ d'ailleurs, parce qu'il a hérité de son père. Sa folie finale, quand il est alterné, c'est que ça va vraiment plus. Mais on sent bien, quand on lit Nietzsche, ça fait parfois peur. C'est vrai que c'est très beau, il y a une côté tragique, mais c'est inquiétant. Il dit qu'il est philosophe à coup de marteau. C'est vrai, c'est carrément explosif. C'est pas un gars normal qui écrit comme ça. Ça n'enlève rien à son génie. Mais justement, le génie et la folie ont un rapport assez ambigu. Alors, Jaspers ne se prononce pas sur ce qui vient avant. Il a raison, il parle plutôt de coprésence. Il certainement, une hypothèse certainement, qu'il y a un peu des deux. Qu'il y a un mélange, il y a une relation. Parce qu'encore une fois, il y a des génies qui n'ont aucun problème, qui sont schizophrènes, psychotiques. Il peut être un génie tout à fait équilibré quand même, ça existe. Voilà. Il n'y en a pas tellement des noms, mais il y en a certains. Admettons. Ce qui est plus fréquent, c'est peut-être très rare. Le génie sans une once de folie, c'est très rare. Par contre, la folie sans génie, malheureusement, c'est banal. Hein. Il y a des milliers dans les psychiatriques. Donc, évidemment, c'est pas... il y a quand même autre chose. Ça ne s'explique pas, il y a une part de mystère hein, dans le génie. Mais il est vrai, quand même, c'est intéressant, particulièrement la schizophrénie. Et d'ailleurs, au niveau du traitement, un certain Ronald Lang, en anglais, qui a lancé le mouvement de l'antipsychiatrie, celui qui préconisait aussi les écoles un petit peu libres, on est en plein air comme ici, voilà, Summerhill, ouais. C'est lui qui a aussi, Summerhill il a lancé ça aussi, Lang, ouais, Ronald Lang, L-A-I-N-G, ouais, Ronald Lang, c'est aussi lui qui a lancé Summerhill, ouais. Il était en antipsychiatrie, voilà. Oui. Et donc, lui soignait les schizophrènes par la peinture. En les faisant peindre. Il a remarqué qu'il peignait très bien. Il était doué, par contre doué. Et ça se fait toujours. L'art-thérapie. D'autres trouvent, il y aura peut-être la chanson, la musicothérapie, c'est plus efficace pour d'autres choses. Encore une fois, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire la musique va faire du bien évidemment à la Lucie Lemeur, elle va calmer le fait d'aller voir des expositions, d'aller voir des peintures vont faire du bien à des schizophrènes, mais aussi le fait de pratiquer eux-mêmes, de peindre, ou de faire de la musique, ou d'autres symptômes. En tout cas, l'art, le rapport entre la création artistique et la pathologie est très intéressant.
autant sur le plan de la pathologie en tant que telle que sur sa thérapie, sur sa guérison. C'est-à-dire ce qui peut, c'est le pharmakos des Grecs, hein. L'art peut effectivement pousser à la folie, parce que quand on est trop passionné par son art, on va tout brûler sur l'autel de son art, hein. C'est une forme de folie quelque part, mais en même temps, ce qui nous perd peut aussi nous sauver, on va nous sauver aussi. C'est l'art aussi qui va... Et d'ailleurs, on peut se dire, même si les artistes, même Van Gogh, hein, restons sur Van Gogh un petit peu, même si un artiste finit par se suicider parce qu'il est rattrapé par sa folie, peut-être que s'il n'était pas artiste, sa vie aurait été encore pire, c'est-à-dire qu'il se serait suicidé dès la jeunesse. Bon, après tout, il avait déjà un certain âge quand il s'est suicidé, c'est passé tout de suite, heureusement. Il a perdu beaucoup d'œuvres. Donc on peut voir ça aussi comme ça. Nietzsche, s'il n'avait pas eu l'écriture, son art de l'écriture, il serait devenu fou certainement beaucoup plus tôt. Vu que d'ailleurs les médecins étaient même étonnés, les spécialistes sont étonnés qu'il ne soit pas devenu fou plus tôt. On peut s'étonner qu'il soit devenu fou, mais vu le problème qu'avait son père, qui est mort à 35 ans d'une attaque cérébrale, avec l'hérédité, il y avait des grandes chances, il y avait déjà des symptômes, il a quand même résisté plus longtemps que ce qu'on aurait pu penser. Grâce, je pense, à son art de l'écriture. Il avait quel âge déjà quand il est mort à 56 ans, mais il est devenu 45 ans déjà. Mais bon, pour l'époque, c'est pas si jeune. Enfin, deux autres pistes pour ouvrir un petit peu, parce que compliqué dans une ouverture philosophique, il n'y a pas d'écrit très précis là-dessus, on est un peu dans quelque chose d'expérimental, on va dire. Bon, j'ai rien trouvé, j'ai cherché, mais c'est trop tôt, je pense qu'il faudra faire des recherches là-dessus, faire des choses. Le livre, effectivement, le seul qui s'est intéressé vraiment à cette question, c'est Jaspers, mais c'est déjà assez vieux. Il n'y a rien eu de vraiment aussi intéressant depuis, à ma connaissance. Sur la maladie, tu veux dire? Sur le rapport entre création et schizophrénie, oui. Carrément mystique, enfin mystique si on peut dire, ou spiritualiste. Bon, pour le plan scientifique, c'est peut-être discutable, mais ça serait à étudier. Moi, je n'ai pas la culture suffisante dans le domaine, et je parlais un peu d'Einstein, mais même si vous prenez la physique quantique, l'idée que la frontière entre l'observateur et l'objet observé est discutable, puisque on va toujours, finalement, c'est je crois Heisenberg qui disait ça, quelque part, une expérience scientifique, elle n'est jamais purement objective. Il y a toujours la subjectivité du scientifique, les instruments de mesure qui vont influencer sur notre expérience. Il y a cette idée qui est très intéressante, il me semble, cette relativité justement, l'importance du regard sur la chose, qu'on retrouve même dans la science moderne, il me semble, où l'idée effectivement que pour l'essentiel, une table par exemple, c'est du vide, hein, c'est de la vitesse qui va faire la dureté. Donc là aussi on retrouve quelque chose d'un peu impressionniste quelque part. C'est la subjectivité qui va influencer sur l'objet. On a complètement démoli le culte de l'objectivité absolue, ça ne tient plus en science non plus. Là aussi c'est quelque chose qui me fait penser à l'impressionnisme en art. Et enfin, et là je reparlerai d'un artiste, mais d'abord d'un mouvement, le néo-chamanisme, l'idée du chamanisme, un certain Carlos Castaneda qui l'a lancé, un Californien, sud-américaine, qui est un anthropologue, qui a étudié les plantes hallucinogènes avec un Indien qui l'a initié, des grivoires, plein de bouquins de spécialistes. Et après il est passé de l'autre bord, mais il écrit très bien. Et lui-même, qui a comme une culture philosophique, c'est quand même un docteur en anthropologie, donc c'est un intellectuel qui aimait bien la philosophie allemande, Husserl. Il cite Husserl dans ses écrits. Il dit que finalement, son expérience, c'est un peu comme l'expérience de la phénoménologie. Il fait le lien, lui, entre le trip psychédélique des néo-chamanistes et la phénoménologie, puisque le phénomène qui lui apparaît, c'est une réalité. Il n'y a pas de raison de dénier la réalité à ce phénomène. Et il dit d'ailleurs quelque chose qui me fait penser un petit peu à l'impressionnisme aussi, dans un de ses livres, où il parle, je cite de mémoire, il dit qu'en fait, il faut apprendre à créer une sorte de brouillard autour de soi, une sorte de flou. Il faut sortir de la réalité, quoi. Il faut se déréaliser le plus possible. Il nous invite à ça. C'est souvent le langage, la morale commune, c'est de dire soyez réaliste, soyez dans la réalité, ayez la tête sur les épaules. Lui, c'est tout le contraire. Bon, il faut se déréaliser au maximum, parce que sinon on va être bloqué, on va être coincé, on ne va jamais accepter certaines choses. Et quelque part, il n'a pas tort, je trouve. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains, même Jean-Paul Sartre, on ne peut pas le soupçonner d'être quelqu'un, mais il va écrire son plus beau livre en prenant de la mescaline. Parce qu'on lui reprochait souvent son style, c'est vrai, un peu rude, un très grand intellectuel, mais c'est vrai qu'au niveau du style pur,
il faisait un complexe de Camus, qui écrit tellement mieux, je trouve. Je suis pas le seul à le dire. L'écriture de Camus est tellement plus fluide. Et Camus, il n'avait pas besoin. C'est un écrivain, lui. Oui, c'est un vrai écrivain. Ouais. Sartre, c'était pas un vrai écrivain. Il était à moitié écrivain, homme de théâtre et philosophe. Voilà. Il y a une lourdeur du style. Donc, il va écrire son livre qui va lui valoir le prix Nobel de littérature, puisqu'il est en philosophie, en 64 avec les mots. Quand vous lisez les mots de Sartre, c'est complètement hallucinant. Il revient sur sa vie, il écrit super bien. Et il paraît que, toute la petite histoire, il a été impressionné par les bouquins de Carlos Castaneda, qui disait qu'avec ce style très fluide qu'on a quand on a pris une substance. Bien sûr, il écrit en anglais et en espagnol, dans les traductions françaises, qui sont pas mal finalement, qui ont reproduit un peu ce style, un peu complètement dessous, mais qui passe bien en fait, qui est agréable à lire. Parce qu'une écriture trop stricte, qui est trop formelle, ça passe pas, même en philosophie. Il n'y a rien de pire que Kant au niveau du style, ça fait mal de lire Kant, ça fait mal à la tête, parce que c'est très carré, mais c'est illisible. Quand c'est trop carré, moi je ne supporte pas les choses trop carrées, mais c'est vraiment... et là c'est peut-être aussi impressionniste dans le rapport à la pensée intellectuelle. Il ne faut pas chercher à forcément à tout comprendre, j'ai l'impression. Il faut laisser parler l'intuition, le cerveau droit, pas que le cerveau gauche, la pure rationalité. C'est très agréable, parfois c'est plus enrichissant de ne pas tout comprendre. De se dire on relira plus tard, mais on garder quelque chose, c'est beaucoup plus riche je trouve. Et là on se fait dans un rapport impressionniste à la connaissance, où on va y mettre de notre subjectivité. On va imaginer des choses, on va peut-être faire des contresens, mais tant pis, c'est peut-être ces contresens qui seront très féconds, finalement, qui permettront d'aller plus loin. C'est vrai ce que tu dis. Impressionniste, puisque c'est un mouvement plutôt d'après-guerre, en Allemagne, et avec Pollock, qui est le représentant actuel de l'expressionnisme. Pollock, c'est très intéressant, il y a une expression il y a quelques années, c'est du néo-chamanisme quelque part. D'ailleurs il l'assume un petit peu de son côté, parce qu'il s'est initié avec les Indiens en Amérique, il a fait son trip avec les Indiens d'Amérique, il s'est initié un peu au chamanisme, et ça a influencé son art. C'est quelqu'un de super intéressant, Pollock, américain Pollock. Et là on retrouve un peu ce côté, comment dirais-je, oui, psychédélique, du néo-chamanisme, qui peut être très très riche au niveau de l'art. Et d'ailleurs, très récemment, j'en parlais sur mon livre à l'atelier à Montreuil, il y avait une artiste sud-américaine, péruvienne, qui avait fait des peintures avec des couleurs, mais des couleurs qui n'existent pas. Des couleurs incroyables, mais d'une très vives, non mais des couleurs qu'on voit jamais, quoi. Je sais pas si elles existent forcément, mais qu'on voit rarement, quoi. Mais au niveau des formes, c'était pas mal, alors c'était de l'abstrait, mais c'était des couleurs surtout qui étaient extraordinaires. D'ailleurs, on avait fait carrément une conférence sur les couleurs. Le thème, c'était les couleurs. Et c'était très intéressant avec ces tableaux qui illustraient bien nos propos. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait été initiée par un chaman, dans ce genre de peinture, pour voir des couleurs quelque part. Elle a créé elle-même des couleurs à travers des plantes d'ailleurs. Elle a créé ses couleurs elle-même. C'est quoi, plus vif ou plus pastel? Très vif, des couleurs vraiment beaucoup plus vives, presque fluo, presque fluo, voilà, presque fluo. Mais c'était très beau, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. La parole est à vous. C'est que le fait d'observer un phénomène se modifie et qu'il n'y a pas de totale objectivité. Je pense que c'est pas sûr. Ça a été dit par tellement de gens bien que je ne m'étais jamais posé la question. Mais là aujourd'hui, je me demande si ça n'est pas faux. Parce que c'est vrai au niveau de l'infiniment petit, quand tu étudies une particule, c'est évident que tu mets en jeu des forces électromagnétiques telles pour les observer que effectivement ça peut jouer. Mais quand tu regardes le Soleil ou encore bien plus loin, je ne crois pas que le fait de les observer puisse modifier quoi que ce soit dans leur activité. Pas du tout pensé à ça. Ah d'accord, oui. Je pensais plutôt au principe d'incertitude d'Heisenberg, donc le fait qu'on ne sait pas avec précision où se trouve une particule dans l'infiniment petit, justement.
C'est ça qui est un peu impressionniste. Aussi, Pas c'est vrai. connaître à la fois, je crois, la position et la quantité de mouvement d'une particule. Enfin, donc, et bon, tu as fait une interprétation, voilà, tu m'as un petit peu surpris, mais Oui, très bien. sur le point de vue que chacun a, justement. Mais tu as dit ça pour de la relativité ou de la mécanique quantique? Non, mécanique quantique. Mécanique quantique, C'est c'est pour ça que je suis un peu dans un livre surpris. d'Heisenberg lui-même. Ah oui, d'accord. Un livre d'Heisenberg même sur la révolution en physique, il disait qu'en fait, maintenant, l'observateur, le point de vue observateur influence sur l'expérience. On ne peut plus séparer les deux. Quoi. Donc, c'est plus de l'objectivité pure, il y a la subjectivité qui entre en jeu. Oui. Et il s'était inspiré. Ça va même plus loin. Tant que tu n'as pas observé une chose, tu ne sais pas si elle existe. Oui, C'est-à-dire, tu mets. Parce que le petit copain de Heisenberg, Schrödinger, il met un chat, dans le une fameux boîte. chat, oui. Il met le chat dans la boîte, il ferme la boîte. Il pose la question, est-ce que le chat est dans la boîte? Ben, pour répondre à la question, il faut qu'il ouvre la boîte. Et tant qu'il n'a pas ouvert la boîte, d'un point de vue strictement logique et logicien, le chat est à la fois. C'est l'expérience qui vous fera dans quel état il est. Ça a l'air surprenant, mais toi qui connais un petit peu justement le chat, tu vas l'entendre les gueuler, mathématiques, C'est le chat de Yves. Oui. Le chat de Schrödinger, il est mort. Depuis le temps qu'il a fait expérience, il y a des chances de toute façon. Mais lui, il n'a pas été dans une boîte. Non. C'est pour ça qu'il est vivant. On compte la religion. Ils ne sont ni athées ni religieux. Ils diront, si vous ressentez quelque chose, il y a une expérience mystique, c'est votre vécu, c'est un phénomène, il est légitime. Alors après, il y a différents courants, mais par exemple Michel Henry, c'est un philosophe français qui dit qu'en fait, il a très bien parlé des expériences mystiques, des états seconds. Si vous faites une expérience, c'est la vôtre, c'est un phénomène, donc c'est valable. Donc tout est valable d'une certaine manière, parce que en même temps, il y a une seule réalité, mais chacun va l'apercevoir à sa manière, et personne ne peut rien y dire. On va dire à quelqu'un, voilà, tu es fou, voilà, ça n'a pas de sens. C'est son expérience, c'est son vécu. Alors sauf s'il est dangereux.